Bonsoir à tous. Merci, mesdames et messieurs, de nous rejoindre dans le décryptage de ce dimanche 14 mai 2023 avec, bien évidemment, notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers les différentes plateformes à leur disposition. Voilà. Alors, nous avons eu un duel qui a opposé aujourd'hui Anselme Lamoussou et Jacques Guiadaro, qui lui est sociologue, et le plateau des éditorialistes. Après, vous qui avez suivi ces deux plateaux, l'entretien était en rediffusion. Alors, Agapit Napoléon Maforican, vos impressions d'abord? Même l'entretien en rediffusion a retenu mon attention. Parce que lorsqu'on parle de la question des groupes armés non identifiés, Oui. des djihadismes, de l'extrémisme violent, tout cela, je pense que tout ça, c'est la frustration aussi. On ne peut pas passer ça sous silence. J'ai essayé de lier un peu tous ces débats politiques que nous menons. Oui. Vous savez, le carré Robert, qui est quand même un cas de l'échec de l'élite et de l'intellectualisme. On va revenir en détail là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez que c'est cas, parce qu'on ne peut pas tout dire que c'est les intérêts. Parfois, c'est l'échec de l'élite et de l'intellectualisme. Parfois, c'est l'absence, c'est l'échec des confessions, des organisations confessionnelles, qui sont des mutateurs sociaux. Normalement, c'est eux qui devraient normalement calmer, gérer un peu les flux d'incertitude des lendemains à travers quand même la masse qu'ils contrôlent. Qu'elle contrôle. Vous voulez dire dans les églises, les couvents, etc. Ils ont joué. C'est leur échec également. Est-ce que c'est leur rôle? C'est leur rôle, mais attendez, mais ils s'amassent, ils regroupent, oui. Ils contrôlent à la limite, parce que c'est dogmatique. Ils contrôlent à la limite, parfois des intellectuels. Vous voyez, le chef d'État, parfois, des ministres qui font la différence au prêtre, à l'évêque. C'est pas rien. C'est l'expression de leur foi exprimée, ou peut-être ostentatoirement exprimée, mais jamais réellement vécue. Et qui pose un problème. On a au niveau de l'Église catholique un aumônier des laïcs, et cadre. Bien sûr. Mais le problème, c'est que l'aumônier et les laïcs et cadres attaquent les pouvoirs publics. Bon, attaquer, c'est trop dire, hein, Agapine. Oui, ils opinent, réfléchissent si vous préférez. Ils opinent sur les faits sociaux, parfois politiques, et ils chargent les pouvoirs publics. Il est responsable de certaines situations. Mais c'est qui le pouvoir public s'il n'y a pas les mêmes cadres? Il y a des gens qui les exercent, justement. Il n'y a pas les mêmes cadres et c'est laïcs. Donc, parfois, c'est des cadres et c'est laïcs qui sont les chefs d'État, qui sont leurs ministres, qui sont leurs conseillers, qui sont les députés. Mais c'est eux qui sont encore les mêmes qui chargent le pouvoir public. On dit, mais attends, c'est pas le serpent qui te mord la queue. Et tout ça embrouille. Ça dépend de l'angle de vue. Mais attendez, il y a un cadre laïque différent de ceux qui servent la République aujourd'hui. Non. Mais justement, quand vous regardez aujourd'hui le gouvernement du peuple que nous avons, mais regardez les personnalités que nous avons autour du président Patrick Talon. Oui. Je ne sais pas si le président Talon est intrinsèquement catholique. Mais autour de lui... Au nom de la laïcité, non, il va éviter non, il n'a pas besoin d'éviter. Yahi Boni exprimait clairement sa foi à l'Assemblée de Dieu. La loi n'a pas interdit. La loi n'a pas interdit que chacun exprime sa foi. On voit Bleu Charité régulièrement tous les jours de la truc, aller faire sa prière. On le voit également dans les cultes endogènes. On va passer les recoupakis dans les églises, on les voit régulièrement. Le problème, comment ils expriment dans la République, comment ils transportent sur la place publique les vertus qu'ils apprennent, l'amour, par exemple, de l'autre, le don du soir, le service à l'abri qu'ils apprennent à l'église, dans les mosquées, comment ils transportent ça dans la foi, dans la vie profane, dans la vie publique. Moi, c'est la question. Et donc, quand je dis les limites des confessions, pour moi, pas que l'Église catholique, on en parle beaucoup peut-être parce qu'elle opine beaucoup, et on parle beaucoup d'elle. Et cette semaine, les artisans de la justice de la paix ont fait une sortie qui est intéressante. J'ai été heureux d'entendre mon ami Nourenou parler de la démocratie. Mais on devrait lui dire, oui, d'accord, tout ce que tu dis dans le préambule, c'est vrai. Mais encore faudrait-il que les acteurs politiques acceptent le verdict du juge. Et lorsque les acteurs politiques refusent d'accepter le verdict du juge, ils ne sont plus dans la démocratie, ils sont dans le délit de la démocratie. Mais on ne le dit pas. Il prend son temps, il nous lit le préambule, et tout le monde, il se fait applaudir, il va se faire tellement applaudir, parce que bon voilà, lorsqu'il bloque le jeu,
à un moment donné. C'est des causes qui produisent des effets. Et on va vers les causes. Vous dites, le juge a fait une lecture. Vous n'êtes pas d'accord, on va y arriver. Le juge a fait cette semaine une lecture sur laquelle je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que pour peu, on doit dire, le juge est mauvais, je ne le respecte pas? Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit avec cette... En 2019, ils ont dit ça. Certificat de conformité nouveau, on ne le respecte pas ça. Non, on ne va pas se conformer, d'accord. Oui, donc du coup, on ne le respecte pas. On va manger les gens avec ça. Mais malgré qu'ils aient eu le comité paritaire, ils ont accepté, ils ont quitté. Ils ont exigé qu'on donne à tout le monde. Et quand ils n'ont pas eu, ils ont créé la violence sur le terrain. Alors donc, c'est ça. Est-ce que c'est ça la démocratie? Ce concept, on va finir par nous l'expliquer à nouveau. Oui, mais c'est eux qui devraient le faire. C'est galvaudé apparemment, on comprend plus rien. Exactement, parce que cette semaine, contrairement à ce qu'on peut penser, cette semaine était très riche. Oui. J'ai parlé des artisans de la paix. De la paix, oui. Il y a la chaire UNESCO absolument, oui. qui a fait un très bon travail sur le juge et... le pouvoir du juge, je pense, dans la production de la loi. Je ne sais pas, j'ai vu passer. Mais c'est un débat intéressant. J'étais heureux de voir le maître des maîtres, le professeur au lot là-dessus. Et lorsqu'il est dans cette posture, on aime la voir. On aime la voir, mais lorsqu'ils sont dans l'autre posture, où on a besoin on les méconnaît. Donc, cette sortie à la chaire UNESCO était très intéressante. De toute façon, il y aura le gros plan. Oui. Mais, donc, deux grandes réflexions, débats dans la semaine sur la question de la démocratie. Et le juge. Et comme un peu, disons, cas pratique, il y a la décision de la Cour constitutionnelle sur le cas Romain. C'est pour dire qu'en revenant au débat, à l'entretien, on a besoin que les intellectuels se saisissent, que les grands penseurs du continent, qu'au niveau mondial, les Nations Unies ont échoué par ailleurs, parce que le Conseil de 45-46 a évolué, de nouvelles formes de filtration sont créées, la modernisation, la numérisation, le village planétaire, les inforoutes de l'information, tout ça est venu perturber un monde qu'on pensait sous contrôle. Et aujourd'hui, le monde n'est plus sous contrôle. Le monde est aux mains de tout le monde. Des milieux mafieux, des élites irresponsables, des jeunes immatures, mais ayant gagné de l'argent, des milieux d'affaires incontrôlés, le monde est des intellectuels tarés, des politiciens irresponsables. On peut tout y loger. En fait, le monde est aux mains de tout le monde. Le bâtard comme le très poli et le correct. Oui. Dans ça, quel modèle vous montrez au peuple? La démocratie, tout y passe. On y met tout, on y loge tout. Oui. Quel modèle on applique? Et quand je dis ça, ce n'est pas que sur les tropiques. Même dans l'Occident. Moi, lorsque l'Europe a fermé ses frontières aux médias russes, je dis, bon, maintenant, ils opèrent à visage découvert. Oui, on ne peut plus nous faire la morale maintenant. Lorsqu'on a fermé l'Europe aux médias russes, je me dis, mais ce peuple français, ce peuple européen, est-il incapable de faire le discernement entre la logique, entre la manipulation, alors que eux, ils ont l'avantage de ne pas être incultes, enfin, analphabètes comme nous. Alors là, si on les protège, donc, nous, on est quoi alors? Nous, on est les dindons de la face. C'est selon les circonstances du moment. Nous, on est les dindons de la face parce qu'on nous oblige à consommer des modèles qui ne sont pas les nôtres. On nous amène les gays et les lesbiennes et on explique que notre polygamie est mauvaise. Par exemple. Comparaison n'est pas raison. Oui, mais quand même, je pose toujours le problème parce que j'estime que moi, je suis africain. Oui. J'ai grandi dans un système. Oui. Si nos royautés étaient mauvaises, les monarchies constitutionnelles européennes qui se maintiennent au-delà de tout sont quoi? Ne sont pas des Alors donc, pour moi, il n'y a que nous refusons de nous regarder en face et d'évoluer. Et quand j'entends les jeunes, encore qui constituent l'élite de demain, c'est-à-dire les enfants de 20 ans, de 18 ans à 20 ans aujourd'hui, quand je les vois, je les entends, je les écoute, mais je suis totalement désarçonné, perdu, désemparé. C'est selon les élites qu'ils ont aujourd'hui, les modèles qu'ils ont aujourd'hui. Je me dis, c'est perdu pour encore dans 25 ans. Et ça me fait mal, parce que finalement, on aurait perdu tout notre temps. Parce que dans 25 ans, vous serez vers la fin de ce processus, vous aurez 10-15 ans encore d'utilité publique, et pendant que nous, on sera presque en train de gérer
les arthroses, et c'est aussi. Il y a un problème dentaire aussi. Si Dieu nous prêtait vie et santé encore, là encore c'est l'autre problème. Parce qu'après 70, 75, il faut être heureux et béni pour continuer à être utile vaillamment et être comme Joe Biden, c'est-à-dire postuler à 80 ans, encore à l'élection présidentielle. C'est une grâce. Et cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Donc c'est dire que il y a de grandes réflexions. Moi, j'ai écouté aujourd'hui encore le docteur Yabi. Je pense qu'il a dit beaucoup de choses intéressantes. Que la jeunesse a besoin d'écouter. Que l'élite intellectuelle a besoin d'écouter. Que les gouvernants ont besoin d'écouter. Et les gouvernants n'écoutent pas souvent. Parce que comme ils ont le pouvoir, ils pensent qu'ils ont la science infuse. L'élite ne communique pas souvent. Parce qu'ils n'arrivent même pas à dialoguer. Il y a les monologues ambiants. Lorsque quelqu'un a sa position. Mais le débat sur Romain me montre ce débat. Je pense que c'est le débat carrément de ce quinquennat de la décennie de Talon. Parce que si le 241 a pu vivre, parce qu'on est passé à un autre code électoral, si le certificat de conformité a pu vivre, parce que c'est là qu'une seule fois là que c'est venu, et puis bon voilà, ça crée des effets. Je pense que celui-ci, c'est quand même aussi clair. Je pense qu'on ne peut pas être aussi clair. Ce débat sur la reprise de poste de siège de député de Romain m'a montré que franchement Mathieu Kérékou, il avait vraiment raison. D'intellectuels tarés. Franchement, c'est la honte, comme je l'ai dit, de l'élite et de l'intellectualisme. Je le connais, la honte de l'élite et de l'intellectualisme béninois et africain peut-être. Parce qu'on ne peut pas me dire que cet article 92 là a besoin d'une explication de l'esprit. C'est la lettre. Que comprenez-vous, puisque vous ouvrez cette brèche-là, que comprenez-vous concrètement de cette décision de la Cour constitutionnelle Agapit Napoléon Maforican, qui, le résultat, c'est qu'Hervé Romain retourne au Parlement, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ce contenu-là précisément? La Cour avec la lecture, vous savez, les décisions de la Cour de recours, elle s'impose à toutes les autorités civiles, politiques et juridictionnelles. Et moi, citoyen, elle s'impose à moi. Ça fait longtemps que je m'en fais bonne conscience. Je suis juriste par ailleurs, tout au moins de formation. Je suis un consommateur des décisions de la Cour constitutionnelle. En tout cas, je suis un analyste. J'ai tenté de faire une mémoire là-dessus. J'ai dû changer de sujet parce que je n'ai pas eu le temps de le terminer. Mais je lis beaucoup. Je fais beaucoup attention. Je pense que cette cour est globalement bien maintenue. Il faut les saluer. On est en fait peut-être des mandats pour eux. Je pense qu'ils sont embrouillés. Soit ils sont rentrés un peu dans la guerre, qui ne les concerne peut-être pas. Ou soit alors, bon, je ne sais pas ce qui est passé. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas pris de la hauteur sur la décision. C'est-à-dire? Autant j'ai compris que par rapport aux démocrates, d'aller, de les autorités à aller aux élections, ce qui était plus de régime de la régulation institutionnelle, ça, c'est plus comprendre et accepter. Bon, on peut ne pas accepter, mais on dit que ça s'impose à toi. Donc, il n'y a pas de sujet. Mais ici, la lettre est aussi claire qu'on ne peut pas demander à l'esprit. La lecture croisée n'était pas nécessaire. L'article 92 s'équivaut à elle-même. L'article, il a lui-même, l'article est créé pour ce cas-là, pour le député qui est nommé à une fonction incompatible avec sa mission de député. Et le verbe suspendre ne peut jamais équivaloir à démissionner. La démission... dit que sont pas antinomiques. Oui, les deux mots sont antinomiques. Et trouver un point essayer de les relier par moment sur l'article 92 n'est pas un travail intellectuellement profond. Je suis désolé. Ce travail-là n'est pas... Ils sont quand même 6. Non, ils ne sont pas que 6, ils sont au-delà de 6. Il y a les cadres. Oui, il y a plein de grands intellectuels, des diplômés, des juristes pointus, je veux dire. Mais il y a la passion, enfin, une position a dû gagner. Je pense qu'en la matière, une position a gagné. Et bon, on va faire avec. Puis on a fait avec le 39-1. Puis la décision n'a jamais disparu. Donc on va faire avec ça. On a fait avec les options fondamentales de la conférence nationale qui n'ont jamais existé. Bon, on va faire avec ça là aussi. Ça va rentrer dans les
dans les décisions particulièrement bizarres de nos différents cours constitutionnels. Mais pourquoi? C'est des hommes, donc il ne s'agit pas donc de les arroser des mots ou bien donc de les écœurer. Non, ils ont peut-être leur lecture. Mais je le dis toujours, pour moi, je suis convaincu que dans 10 ans, parmi eux, il y en a qui vont peut-être le faire, rebrousser chemin en se disant, ah oui, mais on n'a pas peut-être vu l'article 92. Moi, ce qui me paraît particulier dans cette affaire, c'est que le député, président de la commission des lois, a fait une sortie en disant, cet article-là ne peut pas permettre à M. Romain de retourner prendre son poste. Mais quand le président de la commission des lois le dit, moi, il laisse même le président de l'Assemblée nationale. Quand le président de la commission des lois, qui a connu cet article-là, le dit, on a la chance qui vit encore, qui le disent. Mais si lui le dit, il n'y a plus de lettres. C'est pas lui qui tranche. Non, en question cherche en voulant trancher. C'est un citoyen qui se sent lésé, Oui. qui porte le recours au niveau de la route du judiciaire, qui est habilité à connaître de ce En fait, contentieux. Vous êtes auteur d'un test et on vous en apprend l'esprit. Où est la logique? Je ne sais pas où est la logique, mais Voilà. on doit s'en prendre à ceux qui ont peut-être conçu la Constitution en nous disant que c'est la Cour constitutionnelle qui juge du contentieux. Non, il ne faut pas balayer la Cour. La Cour, c'est pas parce qu'il y a une décision qu'on n'est pas d'accord que la Cour est mauvaise. Non, la Cour constitutionnelle est utile. Elle est nécessaire. Ce juge-là, on en a besoin. Il doit peut-être recadrer son travail. D'accord. Mais ce juge est utile. Donc, je ne m'en prends pas à la Cour constitutionnelle. Mais je m'en prends à son travail sur cette décision-ci. Précisé. En disant que, mais celui qui a le géniteur de l'idée, tout au moins l'un des géniteurs, est là. Et dit, ah, voilà nous là où on allait. Voilà l'idée, comment il faut comprendre. Et il dit non, il y a l'esprit, il y a une lecture croisée, il y a démission et antinomie, là c'est la même chose, démission et suspension. Le gars a utilisé démission là-bas, il a utilisé suspension ici, et vous dites que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. N'est-ce pas parce qu'il y a l'absence d'un test qui encadre la démission? On n'a pas besoin d'encadrer quoi que ce soit. Il faut, vous savez, l'article 92 est aussi simple, comme je l'ai dit toujours. Peut-être c'est la dernière fois que je vais me prononcer sur ça, parce que dès que la Cour a tranché, on doit passer à autre chose. Mais, je dis, on dit tout député. On n'a pas dit tout béninois élu à un poste de député qui exerce des fonctions. Non, on n'a pas dit ça. Tout député nommé. À quel moment M. Kékome était nommé à une fonction incompatible avec son caractère de député? Il était ministre avant d'être positionné. Il savait ça avant, en étant en position d'être député. Bien sûr. Donc du coup, il sait bien qu'il ne pouvait pas être député. Il sait bien qu'il était à une mission. D'où il devait aller gérer ça avec les articles 92 et autres du Code électoral, donc encadrant la démission. Bien. Ça, normalement, c'est ça. En fait, le cas Réhomé n'était pas dans le cas article 92. Il ne pouvait pas bénéficier de l'article 92. Ni Réhomé, ni Abimbola, ni Salima Karimou, ni le ministre, le super ministre Adambi, ni qui encore. Donc, tous ceux qui se sont fait élire et qui se sont hâtés de démissionner avant l'installation et avant que le chef d'État prenne un nouveau décret, ne pouvaient pas. Parce qu'ils étaient déjà dans cette posture-là au moment où ils ont décidé d'être députés. En tant que députés, ils mettent en jeu deux fonctions incompatibles. Ils ne sont pas nommés. Ils étaient dans la posture déjà. Oui. Quand ils nommaient, c'est qu'il y a un acte actif de nomination. L'acte n'a jamais existé. Donc, ils étaient dans cet état-là. Donc, c'est pas parce qu'on vous a dit que c'est ça, que c'est nommé, qu'importe le moment, dès que le constituant s'est tu sur le moment de la nomination, on fait la lecture littérale. On ne peut plus aller à l'esprit. Et la lecture littérale, elle est claire. Tout député nommé à une mission nationale, internationale et fonction publique internationale incompatible, suspend. Alors, c'est pour ça qu'il fallait consulter les linguistes, les littéraires, un sociologue, un historien, leur confier ce travail avant. Pour qu'ils interprètent à leur manière. Pour qu'ils interprètent en analyse logique, en analyse grammaticale, en analyse de droit, en analyse de... C'est-à-dire que quand on l'aurait fait, ça donne au juge une lecture qui lui permet de faire un débat en sachant est-ce que quand M. Réhomé et les autres se mettaient sur la liste de députés, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient siéger ou pas? Premier, non. Quel était ce que la Constitution leur offre?
c'est les 30 jours pour choisir. C'est ce que le président de l'Assemblée nationale a essayé d'expliquer. C'est les 30 jours, ils avaient 30 jours pour choisir. Ils ont préféré rapidement choisir. Ils ne se sont pas dans l'article 92. Ils sont dans l'autre article. Ils étaient dans les autres articles voilà, qui organisent la démission, l'incompatibilité des deux fonctions. L'article 92, c'est pour celui qui est là, le député. Ils n'ont même pas pris fonction. Leur nom n'est pas dans les actes de la 6e de la 9e législature. Parce qu'ils ont démissionné. Ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas parmi les 109 qu'on a appelés ce jour-là. Ils ne sont pas dedans. Non, non. Ils n'ont pas pris fonction. En fait, moi, je suppose que intellectuellement fasse des débats qui tiennent. Alors, après, ce n'est rien contre personne. Bon, maintenant, les gens voient consultation partout, argent partout, intérêt partout. C'est un débat public, on ne peut pas avoir un débat sur une seule personnalité. Il n'y a pas d'intérêt. Non, est-ce qu'on fait débat au Bénin? Comme je vous l'ai dit, il y a un monologue. Et le reste, si vous n'êtes pas dans les monologues courageux, vous êtes dans Crébé, ou vous êtes dans des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de débat de fond qui permettent de... Simplement, je salue les structures comme l'Église, avec l'Institut de justice, comme la chaire UNESCO, qui ouvre ce genre de débats de temps à autre. C'est dans un format dans lequel je préfère m'inscrire, pour au moins partager avec ceux qui ont envie qu'on change intellectuellement. Mais bon, mais c'est vrai que quand on voit les nous font des débats, enfin, ils viennent faire des communications et que, bon, on leur dit pas qu'ils sont des indisciplinés aussi en n'acceptant pas la loi, telle que la loi et en créant des situations alambiquées difficiles. C'est pas l'objectif. Quand on leur dit pas ça aussi, c'est qu'on fait la langue de bois. Et c'est pas normal. Il faut leur dire ça. Il faut que ce soit vif. Il faut que ce soit viril parfois. Pour que le gars, en se regardant dans les glaces, sache que non. Que désormais, il doit faire attention. Quand on vient faire la morale, l'objectif, c'est des débats d'idées, c'est pas d'invectiver X ou Y. Non, c'est pas d'invectiver, c'est de dire ce que tu es. Quand ils viennent me faire la légende de la démocratie, et toi, tu dis non, toi, tu n'es pas en mesure de respecter les normes. Il faut qu'on te dise la vérité. Sinon, on embrouille les jeunes. Et c'est ça que je dis, mais là, les 25 prochaines années sont totalement perdues. C'est grave. Il n'y a que peut-être les fétiches d'aujourd'hui, peut-être, qu'il faut préserver. Reste à espérer qu'il y aura de la bonne graine dedans. Il faut préserver la fétiche d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, ça veut dire que dans 20 ans, peut-être qu'ils peuvent. Et là encore, il faudrait que les parents qu'on puisse les sensibiliser. C'est ce que je dis. Il y a de la bonne graine dedans. Il faudrait déjà travailler sur eux. Et c'est pas, je ne vois pas le cadre. Je suis embêté un peu sur ça parce que vous ne pouvez pas y aller plus loin parce qu'il y en a toujours qui vont vous tirer vers le bas. Quelqu'un me dit que c'est de la fumisterie de penser que on peut, on ne pourrait pas repenser pour aussi. Je dis non, la fumisterie, c'est qu'on ne soit pas en mesure au Bénin d'interpréter ou d'analyser. Pour moi, c'est que la fumisterie, c'est qu'on ne soit pas en mesure de faire une analyse logique d'une phrase aussi simple. Ou de deux phrases simples. Sinon 3. La fumisterie, c'est qu'on ne soit pas en mesure de faire d'interpréter l'article 142 d'un code électoral qui est quand même suffisamment clair aussi à la répartition du siège. La fumisterie, c'est qu'on ne se donne pas le temps de lire les comprendre. D'accord. Et qu'on personnalise un peu trop les débats. Vous voyez maintenant, le ministre n'a rien. On peut lui il a fait accuser les voix normales. Il a estimé qu'il peut en profiter. Peut-être sa compréhension du moment était ça. On ne peut pas lui en vouloir. Mais au même moment, on doit quand même faire le débat. Donc, du coup... On peut lui en vouloir quand on considère son parti, mais là n'est pas les échanges. Du moment, on peut revenir là-dessus plus tard. Est-ce que même doit lui en vouloir? C'est un militant comme l'autre. Lui, il a envie de prendre son poste. On peut dire, mais toi, il appartient à un parti. Oui, mais c'est le parti qui doit trancher. Le parti est silencieux. Le parti n'a pas fait. Donc, le parti est à volo alors. Donc, on ne peut pas en vouloir alors aux individus. Parce que le parti aurait pu. Mais est-ce que le parti est en force de trancher? N'oubliez pas. C'est le parti qui a positionné. Si on est en construction de ces partis-là ne sont pas encore solides. Après plus de 2 ans d'exercice de cette réforme-là. Regardez d'où ils viennent. Comme je dis, j'ai contribué à une union. Après 20 ans, on n'a pas réussi non plus, particulièrement. C'est ça le problème. Donc, en réalité, je suis assez regardant en disant, mais il faut peut-être continuer à travailler là-dessus. On le laisse trop de mal. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Mais au même moment, il vient de loin. Il vient de très loin. Et pour moi, je dirais qu'il faut au moins 10 ans. Je dirais qu'on est dans une transition. Oui, vous le dites. Il fallait au moins 10 ans. Parce que ce n'est pas aussi évident. Le Bénin est complexe.
il dormait, comme on disait, dans le Bénin. Il est complexe dans un Africain déjà difficile. Vous voyez déjà notre position. Donc, il faut... Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'a pas des cadres logiques dans lesquels on doit mouler l'individu. Le mouler. Le mouler. Il est y allé. Vous savez, non, oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Il doit y avoir des cadres. Oui, cette aumônerie des cadres de personnalité aurait pu être, par exemple, une chance pour le pays, pour nos pays, que l'Église catholique ait pu avoir un dispositif du genre. Mais quand vous voyez la littérature qu'ils produisent, c'est à charge contre les pouvoirs publics. Et alors, c'est qui les pouvoirs publics? C'est eux-mêmes. Mais ils se dérobent. C'est des personnalités qui ont exercé ou qui sont consultants dans l'ombre, mais qui écrivent les choses. Et on va dire, mais est-ce qu'ils savent que c'est eux-mêmes qui sont concernés? En fait, c'est ça. C'est que l'Église doit avoir le courage, les prêtres dans leur mélie, de tenser vertement leurs fidèles qui sont là pour dire, c'est de vous que je parle, vous. C'est vous qui êtes dans la société. C'est toi DG, c'est toi cadre, c'est toi secrétaire, c'est toi gardien, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui devez agir. Quand tu m'as dit ça, bon, certains vont vider l'église, mais ceux qui vont rester au moins vont devenir modernes, et ainsi de suite. Je pense qu'il faudrait peut-être que nos cadres, nos agoras, les différents lieux où ça se passe, essayent de mouler l'individu pour en faire quelque chose de citoyen. Les idéologies servaient à ça. Et aujourd'hui, on n'en a pas. Parce que nous parlons même d'une démocratie dont personne n'arrive à donner la bonne définition et le bon achalandage systémique des systèmes. C'est selon les intérêts du moment. Merci, c'est selon les intérêts. Et donc, ça perturbe alors la marche, et ça perturbe le débat, ça perturbe la lecture des choses, et ça nous donne des décisions comme celle-là. Merci de revenir là-dessus, puisque j'avais une question. Vous avez dit quelque chose qui m'a quand même intéressé. Vous avez dit que c'est pas l'article 92 qui pose problème, mais vous le savez, la Cour a jugé selon la lettre de Louis Vlavonu. Non, la Cour devrait quitter la lettre de Louis Vlavonu. Elle risque de sortir du champ de la demande. Oui, bien sûr, elle peut sortir. Elle a le pouvoir, elle en a fait plusieurs fois. Mais elle est d'ailleurs sortie du champ. Elle a fait la lecture croisée. Elle a pris des décisions. Elle a considéré elle a jugé que, au regard de la situation, de la lecture croisée de l'article 92 de la Constitution et des articles du Code électoral, les deux articles qu'il a évoqués, que dans le cas d'espèce, suspension et démission n'était pas antinomique. Ça, c'est la Cour qui a... Vlavonu était clair dans sa lettre, c'est pour lui. Il lui a considéré l'article 92. Exactement, j'ai la même lecture que le président Vlavonu. Exactement. Mais s'il faut cet article 92 précisément dans ce cas. Dans le cas Khéroumé, non. Puisque Khéroumé n'est pas. Député, entre le moment. Non, il y a deux situations. Khéroumé n'a même pas été député. Parce qu'il a renoncé à la fonction. Il n'a pas pris fonction. Il a été élu, mais il a renoncé. C'est exactement comme un président de la République qui est élu et qui n'a pas pris fonction. Et qui renonce. Il n'est pas président de la République. Il n'a pas pris. Il n'a pas reçu l'onction. Il n'a jamais été député. Pour d'autres écoles? Non, il n'y a pas d'autres écoles. Il n'y a pas d'autres écoles, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que je suis catégorique là-dessus. Qu'on me démontre que c'est faux. La loi, elle est interprétée, justement. Attendez, votre position ne peut pas être générale. Ne remontons pas encore ce débat de départ. C'est même pas l'objectif. Voilà. Donc, quand vous n'avez pas pris fonction, Basile Adjou-Moumouni a été élu par le peuple béninois. Oui. Il n'a pas pris fonction. Il n'est jamais considéré comme ancien président de la République. Bon, fallait un cas. Aussi simple que ça. Donc, comment on va dire? Donc, alors, si ce cas existait, donnez-moi le cas, un président américain qui est élu le premier mardi du mois de novembre, il doit prendre fonction le troisième dimanche, peut-être, ou le troisième mardi du mois de janvier. Entre-temps, il démissionne. Il va ailleurs. Il n'a pas président américain. Il n'a pas reçu. Il n'a pas fait serment. Il n'a pas reçu l'onction. Dans le cas d'espèce, Khéroumé n'est pas député de la 9e législature. Il a laissé son fonction à Yaouédéou. C'est ce travail que la Cour n'a pas fait qui me dérange un peu. Parce que, emmenez-moi ce travail en sciences, dans une lecture juridico-juridique. On ne peut pas ne pas rester dans ce que je dis. Après, si vous amenez ça en Sciences Po, c'est différent. Si vous amenez ça en Sciences Po, c'est différent. Parce qu'on va commencer par faire tout ce que la Cour a fait. On va commencer par aller faire les lectures croisées, les lectures décroisées. On va faire tout. Parce que l'intellectuel, parfois, quand on dit, vous savez, le droit public, c'est le droit le plus mouvant. Oui. C'est le droit public, le droit le plus mouvant
Le droit privé est plus exigeant, est plus rigide que le droit public. Le droit public, il est mouvant parce qu'il résulte tellement d'interprétations que je me suis pris, mon étudiant du quartier aussi interprète le droit public. La vendeuse de la cassa interprète le droit public. Celle qui fait de la drogue ou de l'eau, les cuits dans, elle interprète aussi parce qu'elle parle aussi politique. Voilà, il suffit qu'elle Même ma vieille tante du village aussi interprète le droit public. Alors que vous ne pouvez pas entrer dans le droit privé. Quand votre chien va mordre quelqu'un et on va vous imputer la responsabilité pour négligence, vous venez dire que c'est tort. Quand on vous aurait opposé que tout fait, tout dommage causé à l'homme par votre fait ou par le fait dont vous avez la garde. Quand on va vous dire ça, vous allez commencer par regarder en l'air et dire non, ici c'est pas le droit public. Il n'y aura pas une cour concernée pour venir vous changer ça. C'est-à-dire que c'est d'une interprétation rigide. C'est là un peu. Moi je pense qu'il faudrait que, pour choisir ce débat, moi je ne veux pas changer nos conseils de lecteurs courts. Parce que la mission qu'on lui a donnée en 92 c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai eu la chance d'aller à la HAC. Et quand je dis à la HAC, je pense que Edouard Loko doit être d'accord avec moi, et certains amis. Quand moi j'ai quitté la HAC, je disais à mes amis que nous n'avons exercé que 20% de la mission. Des pouvoirs de la HAC. Des pouvoirs de la HAC. Des pouvoirs, 20%. C'est que ça le constituant, 20%. Donc, ça fait bientôt 20 ans que j'ai été. Oui, ça reste quand même 80% que donc, vous n'avez en fait rien fait. Exactement. On n'avait pas le courage d'aller plus loin. On n'avait pas le courage d'aller plus loin. Parce qu'il s'agit de la liberté et de la liberté de presse. Nous n'avions pas le courage de fermer un organe de presse. On n'a pas eu ce courage. Ça a été fait après nous. Avec les mesures conservatoires. Bien. Et ceux qui l'ont fait, ils ont abusé. Entre ce que Mathieu Kérékou nous disait quand il nous installait, et ça, vous voyez que le peuple est divisé sur le rôle de sa presse à l'époque. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Quand j'entends le représentant du Reporters sans frontières expliquer le classement du Bénin en parlant que c'est un pays dans lequel les journalistes ne sont pas libres, que les gens n'ont pas le courage de critiquer vertement le pouvoir parce qu'ils ont peur d'être en prison, que les journalistes sont menacés, que le code de l'info... On dit, quand j'écoute tout ça, je dis, mais bon, c'est du Bénin qu'on dit tout ça là. Mais pourtant, c'est des Béninois qui sont heureux d'entendre ça. C'est des Béninois qui écrivent ça, qui envoient ça là-bas. Alors, si la HAC devrait jouer son rôle, je pense qu'on est dit pire. On serait peut-être 198e, sur 198, combien? Je ne sais pas. Mais, vous voyez, c'est dire quoi? Le constituant de 90 a confié beaucoup trop de pouvoir. Pour moi, par exemple, quand je parle de la HAC, je l'ai dit encore cette semaine, quand on dit que la HAC, la liberté de presse, est reconnue et garantie au Bénin, elle est protégée par la haute autorité. Quand on vient demander à un pouvoir, à une institution étatique, une institution constitutionnelle de garantie, un domaine parfois qui est en opposition avec la mission régalienne de l'État. Non. Il faut responsabiliser les acteurs privés qui, maintenant, en face de l'État, discutent. Parfois, c'est l'application qui fait... Vous ne pouvez pas, la HAC ne peut pas défendre la liberté de la presse. Comme je dis toujours, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. On leur a fait. Je leur ai fait le procès quand j'étais président des journalistes. J'étais à la HAC. Les confrères m'ont fait le procès d'en avoir pas été en mesure de faire ce que je veux. J'ai quitté la HAC un peu déçu. Quand j'y entrais, je pensais que je pourrais changer le monde. Oui. J'en suis sorti un peu dépité. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. C'est dire quoi? On ne peut pas laisser ces choses-là continuer. Mais on continue. Tout le monde, et les gens attaquent la HAC inutilement. Elle fait ce qu'elle peut. Elle ne peut que réguler. C'est-à-dire, un peu comme l'État réguler. Laisser les acteurs agir et réguler. Jouer un peu à la police, aux gendarmes, et un peu à le bâton et à la carotte. Accompagnement technique, appui. Vous voyez? Appui, renforcement de capacité. Là, on peut faire ça. Mais ça ne peut pas être votre syndicat des journalistes, ce n'est pas possible. Et donc, il faut autre. Au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas confier une mission politique de régulation politique à quelqu'un qui joue le rôle de gardien de la Constitution. Il se transforme en gouvernement des juges. Il se transforme en gouvernement des juges et
Au lieu d'être gardien, il devient créateur de normes. Et donc, la Cour prend tellement de pouvoir et nous transpose dans un cadre d'insécurité totale. Vous ne pouvez pas être sûr qu'en allant à la Cour constitutionnelle, vous aurez garanti. Même si votre droit... Parce que la Cour juge se donne tous les moyens d'ouvrir le juge. C'est là que le débat à la Cour constitutionnelle, à la chaîne UNESCO était intéressant. Mais là également, vous voyez, comme des jeunes sont là à répéter parfois mécaniquement ce que l'Occident nous a appris, donc du coup, ils ne vont pas plus loin. Le débat, j'ai suivi un peu quelques bribes sur les médias, mais j'aurais bien aimé, il n'y a pas eu de grand débat. Bon, évidemment, ceux qui étaient, les personnalités qui ont intervenu sont bien choisies. Mais ouais, les acteurs, ils étaient... Bon, on ne peut pas tout montrer non plus, un reportage, c'est quelques minutes aussi. Ils y étaient, mais bon, vous voyez, on ne s'attaque pas, un peu comme d'agreement, on essaie de se gérer. Mais c'est bon que le débat ait lieu. Ça vous dit qu'il faut... Le candidat Talon, avant de venir en 2000 au pouvoir, avait une bonne lecture de ces situations. Bon, la révision de 2017 n'a pas marché. Pourquoi ne pas repenser à ça aujourd'hui? Pourquoi l'ouverture donnée par Vlavonou ne permet pas un peu de faire le point entre ce que le professeur Diabono nous proposait en tant que ministre qui portait la révision en 2017? Pourquoi on ne peut pas regarder dedans et essayer de mettre des choses qui nous bâtissent? Pourquoi ne pas dessaisir la Cour constitutionnelle du volet politique? Les anciens chefs d'État sont là. Je pense qu'il va falloir regarder anciens chefs d'État, anciens présidents de l'Assemblée nationale et quelques personnalités. On peut peut-être voir un système de rotation. Pourquoi ne pas voir ça? Les anciens présidents de la République de manière permanente, les autres de manière rotative, et essayer de voir dans quelle mesure confier, disons, la régulation politique à des anciens. Cela aussi peut avoir des limites, comme aujourd'hui, les limites que vous constatez au niveau de la Cour constitutionnelle. Déjà, lorsque la Cour est enfermée, lorsqu'on enferme la Cour dans une interprétation stricte, elle ne se donnera pas le pouvoir de dire que la démission et la suspension sont les mêmes. Non, elle ne peut pas dire ça, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La démission, non. Lorsque la lettre est claire, elle ne doit plus aller vers un quelconque esprit. Et lorsque celui qui a généré la lettre dit encore que c'est clair sa lettre, il ne faut pas dire non, ta lettre n'est pas claire, c'est mon esprit qui est clair. Et ça, ce n'est pas la première fois, c'est depuis que j'étais journaliste et chroniqueur parlementaire que ces débats. En fait, cette cour n'a rien fait d'autre que finalement de s'engouffrer dans des ouvertures que les autres cours avaient faites. D'accord. Et pour sortir de ce débat, est-ce que finalement, on ne va pas arrêter de positionner des ministres simplement pour être députés, pour éviter ces cas de figure qui embrouillent les jeux? Parce que là, on est embrouillé complètement dans l'opinion publique. Vous savez, Yannick Soglo n'a jamais été député. Mais il a toujours été élu 2 ou 3 fois. Il a toujours là. Bon, il n'a jamais siégé, d'accord. Voilà, il n'a jamais été siégé. Merci, même l'expression. Yannick Soglo n'a jamais été siégé comme député, mais il a été souvent élu. Au moins 2 ou 3 fois. Il prend fonction. C'est-à-dire qu'il est là le jour où on les installe, et puis après, il démissionne. Tout comme un certain DG de l'époque, je ne lui passe un salut, s'il est encore là, Jean-Baptiste Ndaye. C'était DG Carder Mono à l'époque, Jean-Baptiste Ndaye. Il est du PS, parti de Abdullah Moussa à l'époque. Il est élu, il va au Parlement, il démarre, il démissionne, il retourne DG. Ces cas ont existé. Ça pose un problème éthique en réalité. Mais politiquement, ça peut se comprendre. On peut dire, mais pourquoi la loi permet que quand tu ne veux pas être candidat, tu es candidat? En fait, c'est par rapport à notre scrutin, mode de scrutin. Ça dit que tu es une personnalité connue dans la région. La popularité te donne toi, pour recruter les ciel. populations, tu es élu, tu laisses. Parfois, ça laisse un goût d'inachevé aux populations parce que c'est pas toi qui c'est pour toi qu'ils ont élu, mais c'est ton suppléant qui y va. Mais ça aurait pu régler. Je pense qu'il va falloir que nous sachions ce que nous voulons. Après 40 ans de démocratie, dans 5 ans, il faut que nous puissions faire des options. C'est pour ça que moi, j'estime que le débat démographique que le gouvernement veut ouvrir doit aller au-delà de la démographie. Nous devons en retourner au débat sur nos modèles, notre modèle politique. On en a besoin. Je me dis, si la révision de la Constitution proposée par le président, la relecture, le président Vlavono devrait avoir lieu, il faut ouvrir le débat et l'assumer. Il y a trop de malentendus dans nos textes. La relecture de la Constitution évoquée par le président Vlavono a peut-être son sens là également. Parce que certaines situations arrivent, pas parce que les gens ont envie de tricher, c'est leur compréhension intrinsèque. Vous ne pouvez pas leur dire autre chose. Ils sont convaincus que c'est ça. Voilà. Vous voyez, donc,
Nous devons quand même évoluer, nos modèles doivent évoluer vers des postulats meilleurs. Nous devons tirer compte des leçons de certains débats. Lorsqu'un parlement, lorsque l'élite ne peut pas interpréter un article qui parle clairement quand même, qu'on peut décomposer. Comme je le dis toujours, les analyses logiques qu'on a eu à faire servent à ça. Il faut alors se poser la question de voir la légistique en question. À de notre manière de construire les lois. Comment faire pour que les lois soient d'abord plus compréhensibles pour ceux qui les font et lisibles pour ceux à qui on les oppose. Dans le principe de nul n'est censé ignorer la loi. Il suffit qu'ils prennent le temps de voter les lois. Comment vous voulez m'appliquer, moi, une loi que vous-même, vous avez du mal à comprendre? Qu'ils prennent le temps de bien lire les lois, non seulement dans l'écriture, mais dans le fond, le contenu, la forme de le fond. C'est de ça qu'on parle. Oui. Comprendre une loi, c'est dans... Il n'y a pas de... Là, je suis d'accord avec vous. Mais on m'oppose à moi, citoyen lambda, le principe nul n'est censé ignorer la loi. Alors qu'on s'embrouille sur mais soi-même n'arrive pas à se l'expliquer. Mais il y a un problème. Et ça, ce n'est pas lié à une mandature. On dit, ah oui, mais j'ai entendu quelqu'un dire, bon voilà, parce qu'ils ont voulu, eux, ils cherchent toujours le bouc émissaire. C'est un gros problème. Moi, je me rappelle toujours, quand j'étais à la NLC, un ancien député qui est resté maire, on est allé le voir pour sa déclaration de patrimoine, et il a dit, ah non, écoutez-moi, mais c'est quand vous m'avez écrit là, comment j'ai regardé la loi, hein. Pourtant j'étais député qui a participé de la 6e législature au moment où on votait ça. Ce député-là, il était maire dans une commune, pour ne pas dire ancien maire de Ndali. Ensuite, je reviens encore sur cette affaire de la NLC, de la déclaration de patrimoine. Oui, rapidement, parce que là... Mais ça fait mal à beaucoup de... Lorsque vous leur parlez de ça, mais il s'énerve. Même mon ami président Batoko s'est énervé pour dire, ah voilà, la NLC lui fait injonction, machin, pourtant, c'était dans la loi. Alors, donc, ça vous dit quoi? Parfois, on loge des choses dans la loi. Lorsque vous êtes chargé de l'appliquer, on se laisse. Oui, l'application devient compliquée. Donc, il faut qu'on se pose la vraie question. Est-ce que nous avons le bon système? Est-ce que nos tests sont ce qu'il faut? Est-ce que l'orientation est la bonne? Si on ne le fait pas, on ira de crise en crise. Un beau jour, je vais être alarmiste, on va remettre tout ça en cause. Si ça peut arriver au Burkina en deux à trois fois en moins de 5 ans, le Burkina, ça peut arriver en Guinée, ça peut arriver au Mali, ça peut arriver au Bénin. Il ne faut pas qu'on se leurre. Si on n'arrive pas à se prendre au sérieux, on va se faire harakiri, on va scier l'arbre démocratique et les militaires, les sabots. Ce n'est pas un appel du tout, je n'appelle pas du tout à ça. Mais je dis, si les intellectuels continuent d'être aussi inconscients, irresponsables, incapables d'avoir des tests qui peuvent expliquer normalement à tout le monde, il faut se chamailler autour des tests qui vont eux-mêmes. Je pense que quelqu'un viendra pour dire halte au massacre, avançons différemment. Parce qu'il faut arrêter et corriger. Si on ne s'arrête pas à corriger, le pire que les gens peuvent redouter, et peut-être ce serait peut-être pas le pire, ce serait peut-être une occasion pour mettre ça en sur les rails, parce qu'on ne peut pas non plus faire sans brûler ce qui existe. Quand vous avez envie de rebâtir, il faut bien qu'une révolution apparaisse, quelle qu'elle soit. Nous avons réussi la révolution pacifique depuis 2016, mais si on n'arrive pas à construire durablement sur la révolution pacifique de 2016, elle peut être autre. Le lendemain incertain pour les suppléants de Abimbola, Karimo et autres là. Leur sort ne m'intéresse pas, parce que moi je... Il faudrait que ça vienne pour qu'on opine là-dessus. Leur sort ne m'intéresse pas, parce que... Mais ça crée un précédent avec cette décision. Mon problème n'est pas de problème. Moi, je n'ai pas un problème de personne. C'est-à-dire qu'ils sont des responsables, donc ce n'est pas un problème personnalisé pour moi. Non. Mais la décision de la Cour crée une insécurité qui n'est pas normale, de ce qu'on continue à avoir. Le juge doit assurer et non inquiéter. Et le juge constitutionnel béninois commence par inquiéter, par ses revirements, par, disons, le juge constitutionnel du Bénin va un peu trop partout, à mon avis. Il fume son nez trop dans nos chambres, dans nos antichambres, qu'on n'est plus en sécurité chez soi. Hein? Quand je dis ça, ça veut dire qu'il élargit trop son champ. Hein? Il élargit trop son champ. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas partisan de la décision option fondamentale. Pour moi, c'est une extension. C'est déjà la décision 0674, si je me trompe, sur le consensus valable constitutionnel. C'est déjà là que certaines dérives ont commencé. Oui. Même si avant, il y en a eu d'autres. Mais cette affaire de consensus valable constitutionnel 2006, je pense que c'est 64, 0614, si je me trompe. Donc,
C'est déjà là. Et après, on en a rajouté. On va, on vient, on zigzague, on s'en va, on s'en revient. Non, je pense qu'il faut que notre coup, c'est maintenant se stabilise. Et sur Diogbenou. Voilà, c'est justement ce que vous voulez dire. C'est ce qu'on reprochait un peu aux autres mandatures de la Cour avant Diogbenou, mais là, on a repris les anciennes. Oui, le président Diogbenou, qui est quand même un espèce de droit privé, je pense que sous lui, on a eu un peu de stabilité. Hein, on a eu une stabilité quand même, à mon humble avis, hein, qui a fonctionné. Pour moi, qui est une culture juridique, en tout cas en droit public, je pense que moi, j'ai été plus à l'aise avec les lois de Diogbenou. Hein, et donc, depuis l'arrivée de Amounda, qui est plutôt magistrat, donc qui n'est pas un juriste empirique, qui n'est pas universitaire, c'est un magistrat, donc normalement lui un praticien des cas du genre, et un ancien parlementaire par ailleurs, un ancien membre de la Sénat par ailleurs, donc on connaît un peu le champ. Moi je trouve que de moins en moins, enfin, en tout cas il y a eu deux décisions, la décision sur les démocrates et les démocrates et celle-ci, je ne me retrouve pas trop. Pour les démocrates encore, on pourrait comprendre un peu par rapport à la défense de l'administration. Mais pour celle-ci, je trouve que c'est un peu trop tiré. Elle va laisser des taches d'huile. Oui, non pas contre une personne particulière. Votre opinion est sur la décision rendue. Exactement, exactement. Je le Roumain, je ne l'ai jamais croisé, on n'est pas ennemis. Il a servi la République pendant 7 ans. Alors, dans l'absolu, j'aurais pu dire, bon, lui, il a quand même déjà fait 7 ans, il a qu'à laisser l'autre. Aussi faire son affaire. L'autre aussi a fait plusieurs mandats. Mais est-ce qu'en politique. L'autre aussi a fait plusieurs mandats. Encore que le député Yawédéo lui-même a réglé le problème. Chacun doit faire ce qu'il peut là où il se trouve. Je pense qu'il a dit d'une bonne manière de prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle, de saluer son prédécesseur qui devient son successeur. Et voilà, donc on peut dire incident clos. Incident clos, ça ne va pas ne pas laisser des traces, mais bon, on passe à autre chose. On va parler des syndicalistes maintenant, notamment le dialogue social avec cette reprise des séances mardi prochain, selon ce qu'a annoncé Anselme Mamoussou. Ben, finalement, le gouvernement n'est pas si hostile aux échanges comme on lui prêtait à Capitaine Poulen-Bafoy. Écoutez, j'ai suivi le duel tout à l'heure et globalement, j'étais dans la posture de monsieur, du secrétaire général de la CSA Bénin. Oui, je trouve que, ouais, quand vous l'entendez Anselme Mamoussou, député, parfois, moi, je me dis, il faudrait peut-être que la ministre en charge du dialogue social fasse un peu d'effort, ou un peu plus d'effort, ou tout au moins de la pédagogie, qu'il explique un peu plus. Anselme Mamoussou n'est pas un syndicaliste radicaliste, bien au contraire. C'est un syndicaliste moderne que moi je salue toujours et que j'estime que dans la gouvernance et dans l'État, ces personnalités-là du dialogue social doivent être honorées, doivent être protégées, doivent être encadrées. Si on les livre, si ces personnalités en arrivent à être perdues, alors la base qu'ils contiennent aura du mal. Et c'est là qu'il faut que, lors des renouvellements, ces personnalités perdent et on amène des extrémistes qui sont prêts à tout casser, à faire des grèves sans service minimum. Je pense que là où il y a des blocages, il faudrait qu'ils essayent de sortir ça. C'est heureux que le dialogue reprenne. Je souhaiterais franchement qu'on puisse leur donner quelque chose de concret. Que les ministres en charge du dialogue social essayent, pour moi, ce n'est pas le contenu, mais qu'ils essayent vraiment de maintenir le dialogue avec les parties prenantes. Il y a eu des élections, il y a des centrales qui représentent du personnel, des travailleurs. Ils ont aussi l'obligation de rendre compte. Autant les ministres ont l'obligation, ont le devoir de redevabilité, autant les centrales syndicales ont le devoir de redevabilité. Donc que les ministres leur facilitent leur travail et essayent de s'ouvrir à eux, de s'expliquer. Ouais, ça me rappelle cette affaire de cadre de presse où, bon, voilà, il a fallu peut-être que les fêtiers aillent à la HAC. Réclamer, avec un ultimatum. On dit, oui, voilà, on a écouté, bon, la HAC nous explique. Non, on n'a pas besoin. Mais le dialogue, l'État doit s'obliger. L'État doit s'obliger envers les gouvernés. Donc, c'est des obligations réciproques. Donc, il faudrait que les gens fassent les choses. C'est parce que j'ai le pouvoir absolu que je dois toujours me faire désirer. Parfois, quand on n'a pas la solution à un problème... On explique qu'on n'a pas la solution. On explique. C'est ça aussi. C'est de la responsabilité. Il faut expliquer qu'on n'a pas la solution. Qu'on n'a pas pour le moment la solution. Que ça va venir. Ça vous rend peut-être impopulaire.
D'accord, mais vous avez le mérite d'avoir expliqué. Là, on ne dira pas que... On vous prendra finalement à l'usure sur cette explication-là. Je préfère encore partir sur ça. Je préfère partir sur ça. C'est-à-dire que moi, je suis du type de communication. Je pense qu'il faut maintenir un dialogue avec les parties prenantes. Les groupes dont vous avez la charge, vous devez les entretenir régulièrement de comment ça fonctionne. Et lorsque vous pensez qu'il y en a qui vous écoutent mieux que d'autres, Oui. vous devez créer votre coalition. Tout. Quand vous êtes un responsable, vous devez avoir autour de vous vos interlocuteurs de marque. Après, vous ouvrez à tout le monde. Mais il y en a qui vous comprennent le mieux. Ils deviennent alors votre porte-parole près des autres, ainsi de suite. Mais lorsque le dialogue est totalement rompu, et que même les vôtres, ceux qui ont tendance à vous comprendre, comment pas se perdre, au point de dire, bon, finalement, je ne fais plus rien, je préfère me taire, ça c'est pas bien. La position n'est pas bonne non plus. Je ne suis pas partisan de la politique de la chaise vide et de l'abandon. Là, je rejoins le docteur Guiadaro sur le débat. Mais après, je pense qu'il faut faciliter la tâche à ceux qui s'ouvrent au jeu. Et ça, je ne pense pas que la ministre en charge du dialogue social leur ait fait ça. Et peut-être qu'il y a des raisons qui n'ont qu'à expliquer les raisons. Simplement. Et renouer le dialogue une fois pour de bon. Voilà, on va finir en disant un mot sur l'hebdo des éditorialistes aujourd'hui, surtout le premier sujet qui embête un peu notre confrère Landry Préton. On ne comprend pas pourquoi la 2026, surtout la présidentielle, se joue maintenant. C'est bien là que ça doit se jouer, non? Pour lui dire que... C'est bien que ça doit se jouer seulement, ça ne se joue pas là où ça doit se jouer. Ça doit se jouer dans les officines politiques. Et ça se joue déjà d'ailleurs. Oui. Ouais, quand Godabasi demande à la démission, voilà. vous comprenez que déjà, ce n'est pas aussi bénin que ça. Il a perdu son mandat de député. Apparemment, il n'est pas prêt à ne pas remettre. Et donc, est-ce qu'il ne vient pas déjà avec une idée derrière la tête par rapport à la présidentielle? Voilà. Ce serait d'ailleurs son droit. Hein? Non, la présidentielle doit se jouer aujourd'hui et elle se joue. Vous savez, le chef a dit je ne reviens pas. Parfois, nous, on aime les chefs qui maintiennent parfois le suspense. Mais il a lâché. Qui maintient le suspense parce que vous savez, lorsque le chef dit je ne reviens pas, il se crée beaucoup de situations parfois qui peuvent ne pas être bien contrôlées. D'accord. J'ai vu les fins de règne, j'ai suivi au moins 2 ou 3. Les 3 fins de règne sur le renouveau démocratique, je les ai suivis, directement ou indirectement. J'ai suivi la fin de règne de président Soglo. En tant que jeune journaliste, j'ai vu un certain nombre de situations qui auraient pu ne pas exister. J'ai suivi la fin de règne de Mathieu Kérékou. Là, j'étais plus jeune journaliste, c'était un journaliste assez mature. J'ai vu. J'étais à la HAC par ailleurs les 2 dernières années. J'ai vu les acteurs dans certains types de rôles. J'ai vu. Et enfin, c'était un peu plus actif. Oui, quand vous avez contribué aussi. Oui, j'étais beaucoup plus actif. J'ai vu de l'intérieur. C'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Dans un régime présidentiel, parfois, certaines choses vous échappent. Parce que les gens sont mouvants aussi. Je parlais de mouvements versatiles. Ils plongent déjà dans l'avenir sans vous. C'est difficile. Il faut que le débat se fasse. Pour moi, nous sommes dans une longue transition, je l'ai dit. Et dans la dynamique de la transition, je pense que ceux qui sont porteurs de la réforme d'aujourd'hui doivent trouver le mécanisme pour maintenir l'ambiance des réformes. Et sans aller dire à Maître Migan que le peuple a besoin de son chef qui continue. Pourquoi pas? Je pense qu'il appartient au chef d'organiser tout ça. C'est-à-dire, il sait jusqu'où il a mis là-bas. Il sait qui autour de lui est en mesure de continuer le chemin. Avec son concours aussi, il est encore là. Puisqu'il sera encore là, par la grâce de Dieu. Avec son concours, que nous puissions, qu'on ne rechute pas. Le chemin était long, difficile de 2016 à aujourd'hui. Il est toujours difficile. Donc, ça vous dit que si, avec tous ces efforts, et lui-même, tout ce qu'il a subi, pour en arriver là, si ça doit rechuter, ce serait dommage quand même. On a déjà pris, toi l'échelle t'aidera, dit-on, on a déjà pris la charge jusqu'à un niveau donné. Si on rechute ça, on n'aura plus la force pour la surmonter. Donc, il faut un travail politique sérieux. On n'a plus le temps. Et on n'est plus dans l'environnement de 2016, de 2015, de 2014. On est dans un environnement où aujourd'hui, ils ont exercé le pouvoir.
Et donc, il y a eu quelques frustrations, il y a ci, il y a ça. Il faut gérer de l'intérieur et plutôt préparer parce que l'opposition a le vent, a la facilité aujourd'hui, ne gérant rien, peut faire la leçon, peut faire la morale. Regardez, le conseil des ministres de mercredi dernier a quand même parlé de l'asphaltage. Deuxième phase, de grands travaux. C'est énorme. Mais aucun débat sur ça. Ça n'enchante personne, c'est Réomé qui enchante tout le monde. Parce que ça braque. Et pourtant, la lecture du conseil des ministres de mercredi dernier est quand même... Parle d'action de développement. D'action de développement, voilà. Donc, nous ne faisons pas les débats de développement. On peut faire les débats politiques. Je pense qu'il faudrait réellement régler cette question pour qu'on ne chute pas à nouveau. Je vais finir sur ceci, puis je suis sûr qu'on va revenir sur la question des mandats. Je vais finir pour rendre un hommage à une grande dame, Madame Anne Jessica. Je voudrais finir par là parce que la nation n'honore pas toujours ses dignes fils. Ses combattants. Et ses dignes filles parfois. Et cette dame, on devrait l'honorer ensemble, tout le peuple. Elle n'a peut-être pas eu des actions très ostentatoires. Elle n'a jamais été peut-être élue députée. Elle n'a jamais été présidente de la République. Mais elle a fait jouer un rôle ingrat. Elle a un mandat. Autour du président Mathieu. Oui, elle est chef d'arrondissement. Elle est un élu communal. C'est un élu communal. Elle est chef d'arrondissement. Cette dame a été conseiller technique du président Mathieu Kérékou, chef de la cellule de la moralisation de la vie publique. Et elle a porté à bras le corps la lutte contre la corruption dans l'environnement de Mathieu Kérékou. C'est pas facile. Mathieu Kérékou ne parle pas toujours. Il parle en parabole. Il dit les choses. Il dit jamais jusqu'où il veut aller. Mais cette dame a pris le combat comme son combat. Elle n'est pas morte riche. Elle n'est peut-être pas pauvre, comme un rat d'église. Mais elle est riche d'abord de cœur, de générosité, de service. Elle s'est mise au service de la nation. Moi, je voudrais, en tant que journaliste, donc citoyen béninois, analyste, lui rendre cet hommage. Donc, lui rendre cet hommage à tous ceux qui lui sont proches, tous ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont eu son attention, et sa génération, ce qu'elle a laissé, qu'elle n'a pas vécu inutilement. En tout cas, pour le Béninois que moi je suis, de ces 30 dernières années, 13 acteurs, analystes de ces 13 années, je pense qu'elle a marqué positivement au moins une décennie de ces années dans la matière lutte contre la corruption, lutte contre le travail pour la gouvernance, la bonne gouvernance. Je voudrais que chacun, comme il peut le faire, lui ait une bonne pensée pour elle et lui souhaite que son âme repose en paix. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Mesdames et messieurs, c'est sur cet hommage que nous mettons un terme au décryptage de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez le retrouver en nouvelle diffusion ce lundi après le bulletin de la mi-journée et également sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, le www.etelebena.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, puis sur Android et iOS eTélé Bena, eTélé avec vous, pour vous.